Donc moi je suis Thomas Siroto, je suis réalisateur, je viens de terminer un film documentaire de 90 minutes pour France 5 qui s'appelle Lady Sapiens. Et précédemment, j'avais aussi réalisé un autre documentaire pour cette même chaîne qui s'appelle Qui a tué Néandertal? Donc 2 films sur la préhistoire. Donc moi je suis Éric Pincas, je suis journaliste, je suis rédacteur en chef du magazine Historia et depuis une vingtaine d'années je cultive une passion pour la préhistoire qui m'a amené à publier un premier livre en 2014 Qui a tué Néandertal, qui a donc été adapté à la télévision pour France 5, et puis j'ai aussi commis un ouvrage aux éditions Perrin qui s'appelle Préhistoire, vérité et légende il y a 1 an et demi maintenant. Et puis enfin cette aventure Lady Sapiens que j'ai co-scénarisée avec Thomas Siroto et avec Jacques Malater. On a ensuite de ce film tiré un ouvrage, Lady Sapiens, coécrit cette fois-ci avec Jennifer Kerner. Alors tout démarre en 2018 au sortir du film Qui a tué Néandertal. On est en avril-mai 2018, on commence à réfléchir à de nouveaux sujets de documentaires, de nouveaux sujets d'investigation. À cette période-là, on entend beaucoup de news d'archéos qui tombent notamment sur l'ancienneté d'Homo sapiens avec la redatation de fossiles trouvés dans le Djebel Irhoud au Maroc, ancrant l'ancienneté d'Homo sapiens il y a 300 000 ans, donc plus ancienne que ce qu'on croyait jusque-là. Donc on se dit, tiens, et si on faisait une nouvelle histoire de l'homme, à la lumière de toutes les dernières découvertes sur Homo sapiens? Et puis c'est au travers de cette discussion qu'on se dit, mais en fin de compte, pourquoi faire une nouvelle histoire de l'homme? Pourquoi on ne mettrait pas la focale sur l'histoire de la femme? Puisqu'on savait qu'il y avait déjà eu de la littérature sur le sujet, notamment les ouvrages de Claudine Cohen à l'époque, en 2018, qui étaient des ouvrages de référence, mais qui ne constituaient pas, je dirais, encore une véritable enquête de terrain comme nous on l'a pensé, avec un croisement des disciplines, anthropologues, spécialistes de l'ostéologie, généticiens, paléogénéticiens, etc. Qu'est-ce que la science est capable aujourd'hui de nous apporter comme élément pour remettre dans la lumière la femme de la préhistoire qui a été soit méprisée, soit caricaturée, soit tout simplement ignorée. Et c'est comme ça qu'on est parti dans cette aventure Lady Sapiens. Voilà. Il se trouve qu'on a aussi rencontré à cette époque-là, le site de Renancourt venait d'exhumer de fabuleuses petites statuettes en craie qui faisaient un appel du pied sur justement cette thématique de la femme, puisque on était très curieux d'apprendre d'abord que des populations de cette période, donc gravétiennes, c'est-à-dire entre 30 000 ans et 20 000 ans, eh bien, vivaient dans ce nord de la France, à des latitudes très élevées, donc dans des climats très froids, et déjà aussi avaient le souci du beau, le souci de la représentation féminine. Et donc, on a voulu creuser cette question aussi par rapport à cette actualité archéologique. Et on a eu la chance, ensuite, de rencontrer Sophie Archambault-de-Beaune, préhistorienne, professeure à l'université Lyon 2, 3, je crois même. Lyon 3, et qui, à l'époque où on cherchait justement un conseil scientifique sur ce film pour pouvoir encadrer notre travail, nous accompagner à chaque étape, eh bien, on a été mis en contact avec Sophie Archambault-de-Beaune parce qu'elle était en train de travailler à une publication, une forme de synthèse à Oxford University Press sur la répartition des tâches entre hommes et femmes au Paléolithique. Et elle nous a donné l'accès à son étude avant publication. Et ça nous a ouvert plein de pistes de réflexion qui ont ensuite pu nourrir une partie du documentaire. Donc ça a été une rencontre fondamentale dans la construction de notre projet. L'idée, c'était vraiment d'en finir déjà avec la représentation caricaturale de la femme à la préhistoire datant du 19e siècle. Puisque je rajouterais aussi sur son invisibilité, c'est-à-dire le fait qu'on en connaissait très peu et puis on minorait son rôle à travers l'histoire de notre évolution. C'est-à-dire qu'on se rend compte que lorsque la science préhistorique apparaît au milieu du 19e siècle, eh bien, l'approche est faite par des préhistoriens qui agissent évidemment sans aucunement les juger aujourd'hui, c'est juste un constat. Ils agissent avec leur propre représentation, leur propre schéma, leurs propres modèles sociétaux, où au 19e siècle, la femme est la gardienne du foyer, elle élève ses enfants, et ceux qui font vraiment fonctionner le modèle économique et social de l'époque, ce sont les hommes, et du coup, il va y avoir cette exclusion de fait, je dirais, de la femme dans l'histoire de l'évolution. Et lorsqu'elle apparaît, c'est de manière caricaturale. Donc,
On est parti de ce constat-là et on s'est dit, il va falloir à la fois qu'on casse ces clichés, mais pas les casser gratuitement, en calquant, je dirais, ce qu'on peut nous reprocher de temps en temps des stéréotypes contemporains pour remplacer d'autres stéréotypes. Non, la démarche n'était pas celle-ci. La démarche était vraiment d'aller taper à la porte des différents laboratoires qui travaillent chacun dans leur discipline sur des choses très précises. Par exemple, Sébastien Villotte à Bordeaux qui travaille sur les marqueurs d'activité sur les eaux. Tiens, ça serait intéressant de savoir ce qu'il peut nous raconter. Est-ce qu'il, lui, il a découvert des marqueurs d'activité sur des os de fossiles humains, féminins, qui pourraient témoigner d'activités de chasse ou autre? Si c'est pas le cas, très bien, prenons son résultat comme un fait. Mais est-ce que ça exclut pour autant la femme des activités de chasse? Donc là, on essaye d'aller trouver ailleurs s'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent nourrir la réflexion. Et ça, pour les différents champs d'activité, que ce soit la chasse, que ce soit l'artisanat, que le ce soit physique de la femme, à quoi elle ressemblait, voilà. Mais aussi justement d'autres activités, qu'elles soient artistiques, puisque avec on est allé à l'intérieur des grottes profondes pour savoir si elles aussi, elles avaient accès, ou elles pénétraient, elles s'y aventuraient pour peut-être y peindre ces grandes fresques qu'on peut voir à Lascaux, à Pêche-Merle ou à Chauvet par exemple. Et toutes ces pistes qui nous permettent de dresser un portrait pluriel de toutes ces activités des femmes du Paléolithique supérieur, entre moins 40 000 ans et moins 10 000 ans. C'est la dernière période des chasseurs-cueilleurs nomades en Europe. Après, le modèle de société des groupes humains va totalement se transformer, puisque c'est la naissance des premiers villages, de l'agriculture et de l'élevage, et du coup, la société va s'organiser d'une autre manière, et la place des femmes, elle aussi, va changer, va évoluer au cours de cette période. Et nous, on s'intéressait vraiment sur cette dernière période des chasseurs-cueilleurs nomades. Et lorsqu'on est parti sur l'enquête, il est important de souligner qu'on n'avait absolument aucune démarche militante, idéologisante en tête. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était évidemment mettre la femme au cœur du discours, puisque c'était redonner une visibilité à cette femme qui était tombée dans les oubliettes, qui était restée terrée au fond de sa grotte malgré elle. Mais sans aucune intention de démontrer qu'il y aurait eu un matriarcat primitif et que c'est l'âge d'or de la femme, le Paléolithique. Parce que ça, vous le savez, depuis que le film a été diffusé sur France 5, il a rencontré son public, ça a été un formidable succès populaire. On est à plus déjà aujourd'hui d'1,5 million de téléspectateurs, donc on s'en réjouit. Et en même temps, certains spécialistes réagissent en nous disant « Ah, mais vous avez voulu dépeindre c'est une ode au matriarcat primitif et en plus vous omettez l'invariant de l'histoire qui serait celui de la domination masculine. » On a interviewé, on a rencontré 33 scientifiques tout au long de cette enquête. C'est 3 ans de travail. Pas un scientifique parmi ceux que nous avons rencontrés ne nous a alerté sur une éventuelle omission qui serait de ne pas mettre dans notre scénario la thématique de la domination masculine. Aucun élément concret ne permet au Paléolithique de pouvoir l'accréditer. Et les modèles ethnographiques... Ni aucune thèse du matriarcat non plus, d'ailleurs. Exactement. Et tous les modèles ethnographiques auxquels nous avons eu recours aussi via les anthropologues, les ethnographes qui ont aussi collaboré au projet, démontrent qu'il y a une multitude de contre-exemples dans l'histoire, en fonction des cultures, en fonction des civilisations, démontrant que la domination masculine n'est pas cet invariant que certains présentent de manière très dogmatique. Et nous, encore une fois, on ne s'inscrit pas dans cette démarche. Ce n'est pas notre intention, on n'a pas voulu faire d'archéologie du genre. D'abord au Paléolithique, l'archéologie du genre, il semblerait qu'il n'y ait pas d'éléments concrets pour pouvoir, je dirais, échafauder, pour pouvoir la porter, construire ce discours-là. Et encore une fois, c'était vraiment pas notre intention. Donc c'est important pour nous de pouvoir vous le dire. On a rencontré des scientifiques qui portaient des avancées analytiques extrêmement étonnantes, comme par exemple José Braga avec l'analyse de l'oreille interne, de la trace de cet organe qui nous permet d'entendre, cette spirale cochléaire qui se trouve donc en impression négative dans les crânes fossiles. Eh bien, elle permet aujourd'hui de sexer les crânes. C'est fantastique parce qu'on n'avait pas cette donnée-là il y a encore 3 ans. On ne savait pas que c'était possible grâce à cette empreinte de cet organe qui a disparu, évidemment, parce que les tissus mous disparaissent au cours du temps. Eh bien, néanmoins, on est capable de beaucoup mieux sexer les crânes, qui sont la partie qu'on a le plus gardée dans les fossiles, notamment du Paléolithique.
Il y a aussi l'étude de Vincent Balter sur les dents qui nous raconte eh bien, les périodes d'allaitement des femmes, puisqu'on est capable, en analysant la manière dont s'est formée une dent, eh bien, de dire à quel moment l'enfant a arrêté d'être uniquement alimenté par le lait de sa maman. Et ça, c'est très touchant parce qu'on est dans des choses très intimes qui ont à voir avec les relations communautaires au sein des groupes. Et c'est extrêmement sensible. On ne pouvait pas imaginer qu'on ait eu autant d'informations sur les comportements sociaux, les comportements alimentaires, les comportements d'éducation de ces peuples aussi loin. Et Vincent Balter, il va même au-delà même du paléolithique supérieur, parce qu'il y a les premiers cas qu'il a analysés sont des cas qui datent de 2 millions d'années. C'est quand même colossal. On est vraiment très très loin. Ensuite, il y a eu d'autres recherches évidemment qui nous ont très étonnés et puis aussi justement qui ont changé notre vision de la préhistoire dans le côté un petit peu rude, cruel, sauvage. On parle des orages farouches hein, dans la littérature du 19e, début 20e. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, ces populations, elles avaient une culture extrêmement développée, un savoir-faire extrêmement raffiné, avec des objets d'art, des objets ciselés, des savoir-faire au niveau de la confection des vêtements, au niveau de la confection des parures, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs. Eh bien, on a découvert vraiment une société extrêmement... un monde beaucoup plus sensible que ce que l'imaginaire populaire a véhiculé, et même certains artistes ou certains, que ce soit des BDistes, certains réalisateurs de cinéma, qui ont voulu le dépeindre à une époque. Voilà, qui ont dépeint un monde qui aujourd'hui se révèle sans aucun doute différent par rapport à ce que les archéologues expérimentaux ou toutes les découvertes qui démontrent aujourd'hui qu'on a affaire à des peuples qui ont une sensibilité, une créativité, un rapport à leur environnement bien plus fin que ce bien plus complexe et bien plus riche que ce qu'on a longtemps cru, quoi. Alors évidemment, on n'a pas la solution de savoir ce qu'ils pensaient, ce qu'ils croyaient, leur vision du monde, leur cosmogonie, c'est-à-dire éventuellement une explication de savoir comment eux sont arrivés sur Terre. Comme nous, on peut en avoir une à travers la science aujourd'hui, l'histoire du Big Bang, etc. Machin. Ça, évidemment, ils n'avaient pas ça à leur portée. Donc, mais quelle était leur croyance? Pour l'instant, on ne sait pas. On peut juste témoigner du fait que, très certainement, eh bien, la femme y avait une part extrêmement importante, comme on peut le voir à travers les statuettes, qui sont à la fois des symboles de fertilité, mais peut-être aussi des icônes, des représentations de femmes qui ont existé parce qu'elles avaient peut-être accompli des tâches un peu exceptionnelles, et c'était des femmes remarquables dans leur société. Et honorées, comme certaines sépultures en témoignent. La sépulture de Saint-Germain-la-Rivière ou la sépulture de la Dame du Cavillon, par exemple. On s'adresse à un public très large. Nous, notre discours, il n'est pas pour les scientifiques. Les scientifiques, ils ont leurs colloques, ils ont leurs rencontres, ils ont leurs publications qui leur permettent de communiquer entre eux. Nous, on a comme objectif et comme intérêt, c'est de sortir la connaissance des laboratoires, des musées, des sites archéologiques pour la diffuser auprès d'un très large public. Donc il faut s'adresser, il faut adapter un discours qui soit un discours via le commentaire, via la voix off, adapté à un public large, mais aussi lui proposer une aventure, une histoire dans laquelle il peut se projeter, éventuellement s'identifier pour le tenir en haleine et qu'il ait envie, qu'il ait la curiosité d'apprendre à travers ce documentaire de la préhistoire. Donc, ça, c'est aussi une question qui s'est posée très tôt au moment de l'écriture de l'Edi Sapiens, puisque pour le faire, alimenter cette curiosité, il est nécessaire d'utiliser des séquences d'évocation, d'illustration de ces temps qui évidemment sont totalement disparus et dont aujourd'hui on aurait même grand mal à poser une caméra, ne serait-ce que dans une forêt ou dans une lande. Aujourd'hui, très peu de tous les paysages aujourd'hui sont modelés par l'humain.
Et ça, Je c'est dirais même pollué par l'humain. pollué par l'humain. Et ça, c'est une question qu'on a abordée évidemment très tôt. Et la réponse est venue de Jacques Malater, qui lui a été conseiller artistique et technique sur un jeu qui s'appelle donc Far Cry Primal, édité par la société Ubisoft. Eh bien, il nous a dit allez les voir parce que peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec eux. Faut voir exactement comment c'est possible techniquement. La question se posait à l'époque de comment faire des images à l'intérieur d'un jeu vidéo et si ces images avaient un intérêt pour nous, parce que il fallait aussi que ces images correspondent à ce que nous, on était en train de découvrir pendant notre enquête concernant le physique, les campements, les paysages, la géographie, les animaux, les activités, les scènes de vie quotidiennes. Voilà, c'était extrêmement complexe. Un jeu vidéo, c'est tout un univers. Est-ce que cet univers recréé par les artistes et les concepteurs et les auteurs de Far Cry Primal était en correspondance avec notre enquête que vous pouvez voir dans le livre aussi. La seule manière de le faire, c'était d'acheter le jeu et puis de jouer et de découvrir l'aventure que propose Far Cry Primal. Alors évidemment, quand on joue à Far Cry Primal, c'est un jeu de conquête de territoire, c'est un jeu très violent, c'est un jeu, ce qu'on appelle un FPS, un First Person Shooter, c'est-à-dire un jeu de tir à la première personne, où on dégomme du Néandertal et du Mésolithique à longueur de temps, des mammouths, des cerfs, enfin bref, c'est extrêmement violent, et ça, c'était pas le côté qui nous intéressait. Et en même temps, c'est très plaisant à jouer, c'est très rigolo, c'est un jeu vidéo, on se prend pas très au sérieux, et le monde est très bien construit, le monde est très cohérent, a une vraie crédibilité en termes de préhistoire. Les villages sont étonnamment bien reconstruits, les paysages sont magnifiques, la lumière est extraordinaire sur les cours d'eau, sur les animaux qui apparaissent le jour, la nuit, la brume à travers les nuages, la lune avec ces loups qui peuvent hurler sur les hauteurs. C'est extrêmement émotionnellement et visuellement extrêmement intéressant, en tout cas pour un réalisateur, et je pense que beaucoup de joueurs aussi en sont sensibles. C'est pour ça que ce jeu a aussi eu énormément de succès quand il est sorti. Mais la question c'était, mais comment l'adapter? Comment arriver à faire des images à l'intérieur? Et là, on a commencé évidemment à travailler avec les concepteurs et Ubisoft pour savoir si on était déjà capable de sortir de ce mode de jeu à la première personne, puisqu'on était toujours en mode subjectif, comme dans une caméra subjective, et ça nous satisfaisait pas complètement parce que ça limite beaucoup la prise de vue et la mise en scène. Et là, on a eu de la chance parce que on a appris au fur et à mesure des rencontres qu'il existait des versions ouvertes, beaucoup plus avec une caméra à l'intérieur qui permettait un peu comme un drone. Imaginez un drone aujourd'hui que vous pilotez avec votre téléphone portable ou avec une télécommande. Et bien là, c'est un peu pareil. Vous télécommandez un drone à l'intérieur du jeu vidéo qui vous permet de régler la position de la caméra, tout ça en temps réel, la focale, la profondeur de champ, éventuellement même la profondeur de la brune. Vous pouvez choisir de tourner tout en nuit à minuit pendant toute la journée, puisque vous pouvez arrêter la course du soleil. Vous pouvez ralentir l'action pour être sûr de bien filmer tous les détails. Vous pouvez positionner des personnages, des animaux dans un décor que vous choisissez. Donc c'est extraordinaire en termes de capacité de création, de jouer, de travailler dans un jeu vidéo pour y faire des images. Pour un réalisateur, c'est... Et juste une chose, il est vrai que la critique, qu'elle soit positive ou négative, autour du projet, se fixe beaucoup sur le fond, sur le propos, évidemment sur la place de la femme hier et aujourd'hui. Ce qui est tout à fait normal, il n'y aurait pas eu de réaction à une thématique comme celle-ci, on aurait complètement raté notre coup. Mais je souligne vraiment l'importance aussi de la forme novatrice qu'on a voulu apporter, ne serait-ce que graphiquement parlant, à ce programme. Et France Télévisions ils ont été assez audacieux et ils ont voulu relever le pari justement parce que c'est vraiment une première mondiale. Je veux dire, il n'y a jamais eu de documentaire scientifique illustré avec 10-15% d'images extraites d'un jeu vidéo. D'autres chaînes n'ont pas voulu prendre le pari. C'était au départ un challenge, vraiment. Et juste pour aussi reprendre en 2 secondes votre question sur, en fin de compte, qu'est-ce qu'être un médiateur quelque part, comment parler de la préhistoire pour le grand public sans trahir la parole des scientifiques. Moi, je prends souvent l'image de l'équilibriste, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un fil où il faut à la fois qu'on investisse ce costume de médiateur pour pouvoir faire sortir la science préhistorique, mais quelle que soit la science, les gens qui font d'autres films scientifiques, l'idée c'est vraiment d'arriver
à faire sortir des laboratoires, de ces tours d'ivoire parfois, où il y a un peu un entre-soi, où chacun parle de ses recherches sans forcément être dans une démarche de partage et de transmission au plus grand nombre. Nous, c'est vraiment l'objectif premier, d'arriver évidemment à capter l'attention de gens qui naturellement ne viendraient pas vers ce type de sujet ou de thématique parce que trop, ça demande peut-être parfois, ça peut avoir un côté un peu élitiste ou avoir un côté un peu trop pointu. Ou c'est lointain, parce que c'est la préhistoire, oh là là, ça fait 40 000 ans. 40 000 ans, c'est... Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver cet équilibre entre, effectivement, ces astuces d'écriture, de narration, de tenir une forme soit de dramaturgie, soit de récit onirique, soit de... Il faut toujours essayer d'apporter un peu ce souffle au récit aussi, hein. Et en restant quand même extrêmement respectueux et fidèle et rigoureux dans la parole transmise par les scientifiques. Ça, c'est vraiment notre cahier des charges à remplir, et Dieu sait que l'exercice n'est pas facile. C'est un jeu qui est censé se passer à la fin du Mésolithique, donc il y a 10 000 ans, en Europe centrale. Il se trouve que dans le jeu, donc, il y a des Homo sapiens de chasseurs-cueilleurs. C'est la tribu, c'est le personnage de la tribu qu'on incarne, est un chasseur-cueilleur Wenja, on les appelle. Mais il va rencontrer des tribus un petit peu plus avancées, qui maîtrisent déjà l'agriculture. Donc déjà faire cohabiter dans un même lieu ces deux façons, ces deux sociétés, c'est assez étonnant. Et puis en plus il y a du néandertalien. Alors tout ça fait que... Mais ils ont voulu développer ça d'abord pour donner cette sensation d'être dans la préhistoire, et puis pour des raisons de narration et de jeu, parce que c'était intéressant d'avoir deux autres tribus à combattre. On va pas combattre son allié, on va aller chercher ses contemporains, ses amis qui sont enfermés dans les tribus adverses, qui sont soit les néandertaliens, soit les mésolithiques. Mais ce qui pour nous, en fin de compte, n'avait aucune importance. Parce que nous, on n'est pas dans la narration du jeu. Non. Nous, on a réécrit à partir de ce jeu. On a adapté, on a écrit, d'ailleurs même quasiment sans se soucier des images du jeu au départ. On a écrit, nous, ce qu'on voulait faire entendre aux spectateurs, et après, on a été voir ce qui était possible d'extraire du jeu, voire de retourner des images à l'intérieur du jeu pour illustrer le propos. Donc on a réinventé un récit qui n'est pas du tout celui du jeu. Pas du tout. En fin de compte. C'est très différent. Et d'ailleurs, les équipes d'Ubisoft ont redécouvert les images et leur jeu complètement autrement. Ils ont dit, mais... Et c'est pas notre jeu. On est passé complètement à côté des images que vous avez mis en avant. Parce que nous, on s'est arrêté sur des détails, etc. Maintenant, là, vous avez raison, c'est que parfois, il peut y avoir quelques petits anachronismes. Il faut composer avec ça, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, la part de liberté créative et le côté un peu contraignant de l'exercice auquel on s'est livré, c'est qu'il y a effectivement quelques images où on peut trouver des poteries ou des petites choses comme ça qui ne sont pas complètement en phase avec la période. Mais j'ai envie de dire que pour nous, là n'est pas l'essentiel, parce que ce sont des images qui viennent en illustration, en évocation, et que oui, c'est peut-être pas parfait partout, mais ça propose aussi, c'est une autre proposition que d'avoir forcément des films avec des figurants revêtus de peau de bête, plus ou moins réussis, parce que c'est pas facile, l'art du costume préhistorique, des accoutrements, etc. C'est loin d'être simple. Ou des gestes, des postures, de la manière dont les gens se comportent entre eux. Tout ça, c'est très compliqué. Il faut pas être simiesque, parce que il n'y a pas de sens. On n'est plus des singes il y a 40 000 ans, au Paléolithique supérieur, mais on n'est pas non plus des populations qui vivent dans des appartements, assis sur des chaises et qui mangent à des tables avec des couverts. Donc on a été aussi loin que possible, et en l'occurrence c'est Thomas qui s'est chargé de cet aspect du travail, qui est un travail de titan que personne ne peut mesurer. C'est des centaines d'heures de travail sur ces images. C'est très amusant aussi. Et il peut rester quelques scories, mais parce qu'à un moment donné, la machine, le jeu ne permet pas non plus de tout effacer au Tipex. Malheureusement, on n'a pas ce pouvoir-là. Mais on a vraiment dégagé au maximum ce qui était le plus crédible et le plus en phase avec le récit qu'on voulait raconter. On a eu la chance, par exemple, les personnages... Comme nous, on avait découvert que, par exemple, au Paléolithique, les gens sont noirs de couleur de peau et avec les yeux bleus dans la majorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens avec des yeux bruns, mais ils étaient noirs de couleur de peau. Or, dans le jeu, ils sont tous
noirs de couleur de peau. Donc déjà, ils avaient compris cette avancée qu'avait eue la science, et même dans leur accoutrement, dans leurs vêtements, ils ont fait énormément attention à être crédibles pour créer les costumes de ces personnages que vous voyez dans le jeu. Alors ça peut paraître incroyable, comment ils ont pu faire pour savoir comment être habillés, que ce soit dans des paysages ou dans des périodes plus agréables comme l'été ou le printemps, ou à des périodes plus froides comme l'hiver, ou lorsqu'on est sur des hauteurs dans la neige, etc. Ils se sont inspirés puisqu'ils sont à Montréal, hein, l'équipe de concepteurs du jeu sont à Montréal, ils se sont inspirés des habits que portent les populations amérindiennes, ce qu'on appelle pré-contact, c'est-à-dire avant que les Européens n'arrivent sur le territoire américain, sur le territoire canadien Jacques Cartier, et puis plus au sud les Espagnols et Christophe Colomb et toute la suite. Et c'est vraiment la manière. Enfin, moi, j'ai discuté énormément avec la décoratrice qui a extrêmement bien travaillé tout ça pour me dire, ben voilà, ils avaient la façon dont ils faisaient les manches, la façon dont ils faisaient les pantalons, tout ça a une réalité extrêmement ethnographique et juste par rapport à leurs recherches sur ces populations. Donc, de chasseurs-cueilleurs nomades, pré-contact avec les Européens. Les archéologues étaient très intéressés par le sujet. Après, ils voulaient évidemment être convaincus de notre approche et comprendre, nous, ce qu'on voulait dire et quel était notre discours. Parce que, forcément, quand vous allez à la rencontre et que vous êtes un réalisateur, un auteur, ils veulent savoir un peu dans quoi ils s'embarquent. Donc, on les a tous rencontrés avant de tourner. On a échangé par mail, par visio, parce que c'était aussi la période du Covid, donc pas forcément toujours possible de se rencontrer de visu, mais on a énormément discuté avec tous pour, au final, les convaincre et qu'eux, surtout, acceptent de partager cette aventure avec nous et qu'on aille ensuite, après, soit dans leur labo, soit sur les sites de fouilles, soit dans les musées pour extraire et qu'eux nous montrent cette connaissance. Ensuite, évidemment, en termes, une fois qu'on avait donc ramené toute cette matière première, qu'elle soit images, interviews ou images d'archives, il a fallu monter le discours, notre histoire à partir de notre scénario et de la matière des rushs. Là, on a travaillé de notre côté, en collaboration parfois avec eux, lorsqu'on avait des points précis ou des précisions à faire dans l'illustration ou dans les propos, pour être sûr qu'on ne se trompe pas, et sous la supervision de Sophie Debaune, qui venait nous préciser certaines choses sur le global du film, sur ce que raconte généralement, d'une manière plus globale, le film. Donc à chaque étape, on avait des validations, soit de la part des scientifiques quand il était sur la séquence sur laquelle on travaillait, puisqu'on échangeait, moi j'échangeais avec eux dans ma salle de montage pour avoir des précisions sur tel et tel aspect, soit avec Sophie Debaune sur la vision générale du film, comment justement on organisait notre discours et ce qu'au final on transmettait comme idée générale sur la femme de la préhistoire. Et un casting de scientifiques, donc on peut vraiment parler de casting, c'est quelque chose de complexe aussi, parce qu'évidemment, la tentation première, et ce qui doit primer, c'est la pertinence du scientifique sur le sujet qui nous intéresse et sur la démonstration qu'il va pouvoir apporter. Bien sûr. Mais cette pertinence, parfois, à la boîte prioritaire, elle ne suffit pas, parce qu'il faut aussi trouver des scientifiques qui soient à même de parler devant une caméra, qui soient à même d'adopter un ton qui soit, accessible au grand public. Pédagogique. Pédagogique, démonstratif. Et puis, il faut accepter la frustration, j'ai envie de dire aussi. Parce que lorsqu'on est scientifique, et j'ai le plus grand respect pour chacun d'entre elles et d'entre eux, qui ont participé, et même ceux qui n'ont pas participé d'ailleurs,
c'est que un exercice audiovisuel, parfois c'est 1 heure, 1 heure et demie d'interview, et puis dans un film de 90 minutes, vous vous retrouvez avec 20, 30 secondes, et ça peut être assez frustrant. D'où le livre aussi, Lady Sapiens, et je pensais à ma transition, d'où le livre Lady Sapiens qui permet d'aller plus loin, parce que sur les 90 minutes, eh bien, on est tenu à un cadre qui est celui du cadre télévisuel, avec un timing à respecter, etc. Les interviews qui ont pu parfois être très riches, très longues, eh bien, on en retrouve davantage dans l'ouvrage qui est, je dirais, une version enrichie du film, de notre enquête. Et ça permet aussi de retrouver certains scientifiques et de les entendre un peu plus longuement que ce qu'on a pu les entendre dans le film. Merci à vous. Merci à vous.